Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire des chevaux mutilés. C'est un fait divers qui a fait la une de l'actualité pendant de longs mois. Et aujourd'hui encore, le mystère n'est pas totalement résolu. Des pur-sang, des poneys ou même des ânes tués aux quatre coins de l'Hexagone. La plupart ont subi d'atroces blessures et les victimes se comptent par dizaines. Qui se cache derrière cette vague de mutilations ? Et quelle est la motivation du ou des agresseurs ? Rituels sataniques, trafiquants d'organes ou défis Internet aussi stupides que cruels ? Toutes les théories sont permises. Alors, quelles sont les pistes parfois inattendues suivies par les enquêteurs ? Et comment traquent-ils les auteurs de ces atrocités ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Au cœur de la nuit, dans la campagne française, profitant de la chaleur et de l'obscurité, deux hommes franchissent en silence la clôture d'un pré. Armés d'une machette, ils s'avancent vers leur cible, un cheval sans défense. Déterminés, les deux individus ne laissent aucune chance à l'animal. Avec sang-froid et précision, l'oreille droite est tranchée à vif, comme une signature. C'est le début d'une affaire inédite qui tient le pays en haleine depuis des mois et qui mobilise toutes les forces de gendarmerie pour une enquête hors du commun. L'affaire commence au printemps 2020, une période de liberté retrouvée pour beaucoup de cavaliers et d'éleveurs. On est au printemps, on vient de vivre une période de confinement assez dure. Enfin, on retrouve nos chevaux et c'est le bonheur pour nous. Delphine Germain, rédactrice en chef à Cheval Magazine. C'est une saison vers laquelle on profite au maximum de sa monture, de son cheval. On sort en balade pour ceux qui font de la balade. Et surtout, on retrouve le terrain des concours. C'est particulièrement le cas à Berny-en-Santerre, un village de 160 habitants au cœur de la Somme. Un département où la tradition équestre est omniprésente. C'est une vraie terre de cheval. Il y a énormément de poney clubs, de centres équestres. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Les gens ont aussi leur propre cheval dans leur pâture. On possède 1, 2 ou 3 bêtes. On élève plutôt du cheval pour le loisir, voire pour le grand loisir. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Puisqu'on n'est vraiment pas loin de Chantilly et de son hippodrome assez fameux. C'est justement cette terre historique qui va être frappée par le drame. En mai, cette jeune cavalière est secouée par un terrible choc. C'était les affaires d'Elsa, donc j'en ai recherché. C'était ma meilleure amie. Elle me suivait partout où je l'emmenais, elle me faisait des petits câlins, des petites chatouilles avec son nez sur mes joues. Une relation fusionnelle qui laisse un grand vide. J'ai eu le besoin de garder quelque chose d'elle, en fait. Donc j'ai gardé ses crins. Elle me manque, ça c'est clair qu'elle me manque. J'espère qu'un jour justice sera faite. 14 mai 2020. Comme chaque matin, la jeune femme de 25 ans rend visite à sa jument. Il est 8h30. Et ce jour-là, dès qu'elle pénètre dans le pré, une vision inhabituelle l'interpelle. Au loin, elle paraissait comme si elle était en train de dormir. Mélissa, cavalière. Puis mon conjoint, c'est lui qui était plus vite que moi. Il m'a crié au loin, non, ne viens pas, ne viens pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Donc du coup, j'ai couru. Lorsqu'elle découvre l'horreur, Mélissa est glacée d'effroi. Tout de suite, j'ai crié, on a tué mon cheval. Donc ici, elle était allongée, là. Donc sa tête ici. Quand je suis arrivée au niveau du garrot, on va dire, j'ai vu qu'il y avait plein de sang et qu'il lui manquait l'oreille. Et qu'elle était morte.
J'ai crié, j'ai pleuré, je lui ai demandé pardon. Je me suis assise à côté d'elle en la caressant, en lui demandant pardon. Une blessure spectaculaire, un trou béant à la place de l'oreille droite. Là, on voit en fait qu'il lui manque l'oreille, qui sont partis loin au niveau de l'encolure. Et puis ça redescend ici, au niveau de la joue, quoi. Prise de panique, Mélissa appelle immédiatement la gendarmerie. En découvrant la scène, les enquêteurs échafaudent très vite une première hypothèse. Les gendarmes sont venus assez vite. Et donc ils étaient deux. Alors il y en a un, il tourne autour de ma jument, il dit c'est une attaque de renard. Ouais, bon. Après il me dit c'est un autre cheval qui lui a arraché l'oreille. Les gendarmes pensent d'emblée à une attaque de charognard ou à une bagarre entre équidés. Des accidents très fréquents dans les campagnes. On se pose forcément la question, quand on retrouve un animal mort, de savoir s'il a été attaqué par un prédateur. On ne peut pas imaginer que ce soit un être humain qui ait fait ça. On n'en voit même pas le sens. Même si cette mutilation est extrêmement étonnante et violente, il y a beaucoup d'accidents, notamment dans les populations de chevaux. À ce moment-là, au tout début de l'affaire, difficile pour les gendarmes d'envisager un autre scénario. Pas besoin d'ouvrir une enquête. Même si leurs premières constatations ne convainquent pas vraiment Mélissa. Quand il m'a dit c'est un cheval qui lui a arraché l'oreille, je lui ai dit non mais c'est pas possible. Je suis sûre de moi que c'est un homme. La manière dont c'est coupé, oui, c'est sûr. 8 chevaux de 4 propriétaires différents vivent dans le même pré. Et c'est le sien qui a été tué. Mélissa se pense donc victime d'un règlement de compte. C'est mon cheval qu'on a choisi, donc forcément j'ai cru que c'était visé contre moi. Il faut le savoir qu'il y a des chevaux ici, quoi. C'est derrière les habitations. Je savais qu'au fond de moi, j'avais pas d'histoire avec quiconque, mais on sait jamais, on n'est jamais sûr des gens. Impossible pour la jeune femme de trouver les raisons d'un tel acharnement. Pourquoi, dans quel but? Je cherche, mais je ne trouve pas le pourquoi du comment. La réponse à ces questions, Mélissa ne va pas l'attendre bien longtemps, car les gendarmes vont bientôt devoir abandonner l'hypothèse d'une lutte mortelle entre animaux et se lancer sur une piste beaucoup plus inquiétante. À peine 3 jours plus tard, les voisins de Mélissa sont pris pour cible à leur tour. 17 mai 2020, c'est François, le propriétaire des champs, qui fait une macabre découverte. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Ce dimanche-là, en apercevant Pacha, une ponette noire inerte au fond du pré, le jeune homme est immédiatement replongé dans l'horreur. En arrivant, en effet, elle était allongée, tout pareil qu'Elsa, qu'on avait retrouvée 10 mètres plus loin. François, propriétaire terrien. Sur le même flanc, avec l'oreille découpée de la même manière, une plaie strictement identique. De mystérieuses mutilations, en tout point similaires, à seulement 3 jours d'intervalle et dans la même pâture. Comme pour Elsa, aucune trace, aucune blessure, aucune mutilation sur le corps, mis à part cette oreille découpée avec une partie du crâne. Une bête morte, sans cause apparente, et une oreille droite manquante. De retour sur place, les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Il ne s'agit pas d'une simple attaque de renard, mais bien d'un acte intentionnel, confirmant ainsi l'intuition de Mélissa 3 jours plus tôt. Là, on se rend compte qu'on a un schéma qui apparaît. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. C'est toujours l'oreille droite qui est coupée, et là, on est au même endroit. Sous le choc, François n'a d'autre choix que d'annoncer à Lydie, la propriétaire de la petite ponette, ce qu'il vient de découvrir. Quand il m'a dit « je suis désolée », j'ai compris tout de suite. Je lui ai demandé qui c'était, parce que moi j'avais mon cheval et ma ponette ici. Lydie Cavalière. Et bon, après, il m'a annoncé que c'était Pacha. C'est une vision d'horreur, quoi. On se demande comment quelqu'un a pu faire ça. Mélissa, Lydie et François en sont désormais persuadés. Un tueur de chevaux rôde près de chez eux. Il y a une véritable motivation. Mais il y a quelque chose, c'est pas anodin. C'est pas un amusement du samedi soir. Non. Le lieu est quand même peu accessible, donc ça a été vraiment préparé. Et il y a eu un repérage. C'est ça qui est le plus inquiétant, c'est qu'ils sont vraiment dangereux, quoi. C'est des barbares.
Lydie et Mélissa portent plainte contre X pour acte de cruauté envers les animaux. Une enquête est enfin ouverte. Les gendarmes se disent, on n'est plus simplement sur une anecdote, un fait très isolé, il se passe peut-être quelque chose. Même mode opératoire, même signature, l'oreille droite coupée. Les gendarmes se lancent désormais sur la piste d'un tueur isolé. Un voisin jaloux, un détraqué, ou tout simplement un homme qui hait les chevaux. On se demande s'il y a un type, un déséquilibré dans le coin qui a décidé pour une raison X ou Y de s'en prendre simplement à des animaux de façon gratuite. On se dit c'est quelqu'un du coin qui a des proies faciles, des animaux isolés en pleine nuit, dans un endroit extrêmement reculé. L'affaire des chevaux à l'oreille coupée apparaît dans la presse locale et se diffuse parmi les propriétaires d'animaux. Peu à peu, c'est tout ce coin de campagne qui s'endort chaque soir dans l'angoisse. Ça veut dire juste qu'on a un dingue dans le coin, quoi. Donc évidemment que les gens sont pas à l'aise. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a des gens qui dormaient mal, faut expliquer ça aux enfants, faut les coucher. Évidemment qu'on est inquiet quand on sait que quelqu'un qui rôde dans le coin est quand même capable de couper l'oreille d'un cheval qui fait au bas mot 500 kilos, quoi. Les gendarmes sont partis sur la piste d'un tueur solitaire. Mais les premières investigations vont leur réserver une petite surprise. La commune, située à proximité de 2 autoroutes et d'une gare TGV, est équipée de 8 caméras de vidéosurveillance. En regardant les images des 2 nuits où les agressions ont été commises, les enquêteurs recueillent des éléments troublants. On voit sur la vidéosurveillance à 2 reprises des camionnettes, des sortes d'estafettes blanches qui vont passer. Et en fait, on voit bien que ces camionnettes se dirigent vers la pâture. Ces images, François, le propriétaire de la pâture, a pu les visionner. Donc ce sont ces caméras-là. Donc celle de droite les a filmées en train d'arriver sur cette route. La deuxième caméra les voit tourner dans ce petit chemin communal. Et c'est ça qui nous confirme que ce sont 2 véhicules suspects qui n'ont rien à faire à tourner dans ce petit chemin à 3h du matin à cette vitesse, quoi. 2 camionnettes blanches aperçues la nuit où la jument Elsa Trois-Vallées est tuée et le même manège 3 jours plus tard, la nuit où la ponette Pacha succombe à son tour. Donc du coup là on est où je suppose qu'ils se sont garés. François, propriétaire terrien. Pour pouvoir accéder à la pâture qui est juste voilà, là où il y a le grand noyer, derrière la haie. Ici, on est à l'abri des regards, en pleine nuit, à 3h du matin, tout le monde dort. Ici, il n'y a pas l'éclairage public. Peu de lumière et des caméras trop éloignées, les plaques d'immatriculation sont illisibles. Donc voilà, finalement, les gendarmes qui ont eu cette chance de posséder ces images, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir en faire grand-chose. Grâce à l'exploitation de ces vidéosurveillances, que l'on va avoir, en tout cas, une première certitude, c'est que ces meurtres d'animaux sont perpétrés par des humains. Déception pour les gendarmes, mais ils ont acquis au moins une certitude. Ce n'est pas un homme seul, mais au moins 2 qui sillonnent la campagne en pleine nuit pour commettre ces actes ignobles. Malgré tout, l'enquête piétine. Aucune empreinte laissée sur place, aucun témoin. Les tueurs courent toujours et vont bientôt refaire parler d'eux de façon plutôt inattendue. À partir du mois de juin, le rythme des actes de cruauté s'accélère et dépasse les frontières du département. En Normandie voisine, 4 bêtes sont mutilées en juin et juillet. Puis, à nouveau dans la Somme, 2 bêtes sont retrouvées mortes. Et ça n'est pas tout. En faisant des recoupements avec les dossiers d'autres brigades de la région, les gendarmes exhument d'autres plaintes, restées lettres mortes. Comme cette pouliche égorgée avec l'oreille droite coupée. L'attaque s'est déroulée le 22 avril à Quierzy-sur-Oise, à seulement 50 km de l'endroit où seront tués Elsa Trois-Vallées et Pacha 3 semaines plus tard. Une accumulation troublante.
Fini la piste locale d'un couple de tueurs déséquilibrés qui laisse place à une nouvelle hypothèse encore plus effrayante, celle de tueurs en série de chevaux qui sillonneraient le nord-ouest de la France. Il y a des exemples dans le passé qui nous montrent que ça existe. On se dit, pourquoi pas, quelqu'un qui commence avec des animaux. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Qui va aller plus loin ensuite. Ça a été le cas de tueurs très célèbres comme Ted Bundy aux États-Unis, Luca Magnotta au Canada. Au début du mois d'août, c'est au tour de l'Essonne et de la Saône-et-Loire d'être touchés. En fait, ce qui va se passer, c'est un peu comme le virus, c'est-à-dire qu'au départ, ça se diffuse un peu dans toute la France, mais à bas bruit. Tout le monde a un incident ici, une mort là. Ce que l'on appelle désormais le mystère des chevaux mutilés commence à faire les gros titres des quotidiens régionaux. Au fil des semaines, des dizaines de propriétaires qui se croyaient victimes d'accidents isolés décident de contacter la gendarmerie. De toute la France vont surgir des témoignages disant « moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi ça m'est arrivé ». Ce qui était, je dirais, une petite affaire d'ampleur locale, cantonnée à un coin de campagne, quoi. Et là, on va se rendre compte que toute la France est touchée. Alors que les Français sont en vacances et que plane l'ombre effrayante d'un duo de tueurs en série, les gendarmes sont assaillis de nouveaux témoignages qui vont donner une toute autre ampleur à l'affaire. Au cœur de l'été, plusieurs signalements sont effectués le même jour, mais à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Impossible pour les tueurs de se trouver aux deux endroits à la fois. Les gendarmes, on se rend compte qu'il y a eu des cas. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Parfois, à trop peu d'intervalles pour qu'il n'y ait qu'une seule équipe qui se balade en France entière. On ne peut qu'envisager une forme de réseau, une organisation derrière. Ça me paraît évident. Pour la première fois, les gendarmes évoquent une organisation criminelle qui agirait sur tout le territoire avec un mode opératoire très précis. À ce moment-là, on commence à percevoir une méthode. Il y a toujours cette fameuse oreille droite coupée. Delphine Germain, rédactrice en chef à Cheval Magazine. La plupart du temps aussi, malheureusement, il y a les parties génitales qui sont lacérées, arrachées, coupées. Et il y a beaucoup de lacérations sur les flancs, des coups de couteau. Un gang organisé de tueurs de chevaux répartis en plusieurs équipes dans toute la France. Désormais, ce ne sont plus seulement quelques régions du Nord qui sont touchées par la vague d'agression, mais une dizaine de départements répartis sur tout le territoire. Ce qui est certain, c'est que là, c'est une catastrophe, ça tombe dans tous les sens. De mémoire, on n'avait jamais vu passer ce genre de choses. On est dans un thriller, une série macabre, comme une série policière. On est dans l'horreur absolue. Du jamais vu, une situation totalement inédite. L'enquête, toujours au point mort, s'annonce plus que difficile. Pour tenter d'identifier ces mystérieux tueurs expérimentés et comprendre la raison de leurs agissements, les gendarmes battent la campagne quotidiennement à la recherche du moindre élément. Ce jour-là, direction Javron-les-Chapelles, un petit village du nord de la Mayenne. Retour sur les lieux où ils étaient venus constater l'agression des chevaux de Serge Guérinel il y a 2 semaines. Bonjour, monsieur Guérinel. Bonjour. Voilà, c'est là que j'ai trouvé ma jument. Une jument sévèrement entaillée, au nom prédestiné puisqu'elle s'appelle Victime. Vous emmenez chez le vétérinaire à Javron-les-Chapelles, à la clinique vétérinaire, voilà. Le propriétaire doit récupérer sa jument aujourd'hui à la clinique. Peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus auprès du vétérinaire sur les méthodes employées pendant l'agression. Bonjour. Bonjour. Viens prendre des nouvelles de ma jument et puis... Vous faites bien. Bonjour. Entrez, venez avec moi. Éleveur depuis 30 ans, c'est la première fois que Serge affronte une telle situation. Alors pour ses retrouvailles, il a la boule au ventre. Elle est devenue difficile à attraper. La plaie, telle que vous la voyez, a quand même déjà bien évolué. C'est une plaie qui a 15 jours maintenant. Ne mords pas. Voilà.
Et top. Là. Et là, et là. Là, elle est agressive. L'autre jour, elle m'a mordu. Elle devient compliquée à soigner. Mais bon, à vrai dire, c'est normal avec ce genre de traumatisme sur le flanc. La jument revient de loin. Elle a miraculeusement survécu à cette entaille impressionnante de 40 cm sur le flanc droit. La plaie rentre en profondeur et l'objet qui a provoqué cette lésion est ressorti. Donc à partir de là, c'est une plaie qu'on peut qualifier de suspecte. D'accord. Bon, malheureusement, le cheval ne parle pas. C'est difficile de demander son avis. C'est peut-être pour sauver le poulain qu'elle porte dans son ventre que Victime s'est débattue et a réussi à mettre ses agresseurs en fuite, évitant ainsi d'être achevée et de se faire trancher l'oreille. À l'heure actuelle, elle est toujours en gestation. Je l'ai échographiée 2 jours après, de façon à m'assurer que ça allait toujours. Le poulain qu'elle porte est vivant et ça va. D'accord. C'est ce qu'on attend. Serge Guérinel, éleveur de chevaux. J'attendais un poulain qui me fasse un poulain l'année prochaine, donc si ça peut aller au bout de la gestation, c'est quand même un plus. Hein. Le vétérinaire a sauvé in extremis la mère et son bébé. Mais plusieurs détails l'intriguent. Généralement, le propriétaire retrouve l'endroit où ça s'est passé avec des débris de peau, éventuellement de sang. Et là, M. Guérinel m'a dit qu'il n'avait rien retrouvé. Ils ont fait le tour du champ, ils n'ont rien retrouvé. La scène de mutilation a été entièrement nettoyée. Encore une fois, les agresseurs ont agi en toute discrétion, sans laisser la moindre trace. Le vétérinaire a un avis très tranché sur cette attaque. Là, du calme. Ce sont des gens qui ont des notions pour aborder les animaux. Ça, c'est une certitude. Après 15 jours d'hospitalisation, Victime peut rentrer à la maison. Voilà. Allez hop. Soulagé, parce que je pensais pas revenir la chercher vivante. C'est clair. C'est clair. Et elle retournera pas dans le champ que tu as connu là-bas. Tu n'auras pas de mauvais souvenirs. L'hypothèse d'agresseur fin connaisseur des chevaux se confirme. Mais reste une question pour les gendarmes. Comment s'y prennent-ils pour approcher les animaux naturellement craintifs et leur faire subir des sévices sans qu'aucun cri ne soit perçu dans la nuit, sans même éveiller les soupçons d'éleveurs pourtant sur leur garde depuis des semaines? Pour le découvrir, direction la Seine-et-Marne, la campagne à 20 km de Paris. Anthony y est vétérinaire équin depuis 20 ans. Ça va, Lucas? La forme. Ce matin, il doit vacciner cette jument. Et malgré toute son expérience, c'est loin d'être évident. Donc vous voyez, son comportement, c'est la fuite d'abord. Avant de m'agresser, c'est la fuite. Ça peut finir par une agression si j'insiste un petit peu. Donc vous imaginez bien que si je suis pas capable de lui faire un vaccin dans ce contexte-là, alors qu'elle est très habituée à ça, je serais incapable de faire un acte chirurgical et encore moins de lui découper une oreille. Impossible. Anthony, vétérinaire. Un cheval ne se laisse pas faire quand ça fait mal. Jamais. Quel que soit son comportement. Ça pèse plus de 500 kilos. Ça a une force énorme. Pour ce spécialiste, une seule solution. Les équidés auraient été drogués avant d'être mutilés. Je vois pas comment on peut le faire sans produit. Donc sans une certaine technique, on peut avoir des moyens médicamenteux qu'on utilise nous pour la chirurgie, qui sont des anesthésiants, des sédatifs. Des sédatifs qui peuvent être injectés à distance grâce à des fléchettes ou mélangés à de la nourriture. Une piste que pourraient confirmer ces images captées par la vidéosurveillance d'un propriétaire du Gard victime d'une effraction dans son écurie. Sur la gauche de l'image, on aperçoit la silhouette d'un homme qui verse une substance dans un seau. Quelques secondes plus tard, un poney s'approche pour manger. Le lendemain, l'animal aurait été retrouvé dans un état critique. L'individu préparait-il le terrain avant de revenir mutiler le cheval? Difficile de le savoir car il a été mis en fuite. Dans plusieurs affaires,
certains propriétaires déclarent avoir aperçu des rôdeurs quelques jours avant les agressions, des hommes qui observaient parfois les prés à la jumelle, et même des drones survolant leur propriété. S'agissait-il de repérage ? C'est l'une des nombreuses questions encore sans réponse, tout comme le profil de ces malfaiteurs insaisissables, même si certaines professions semblent être dans le collimateur des gendarmes. Vétérinaire, boucher, technicien d'abattoir, chasseur. Thierry Bédossa, vétérinaire comportementaliste. Ce sont grosso modo les 4 corporations qui ont les outils, qui ont la facilité d'accès aux outils et qui ont le savoir-faire pour commettre avec facilité des mutilations aussi sévères. On sait comment tailler, on sait où frapper. Jackie Cordonnier, membre de la Mivilude. Quand il a eu des perforations dans le cœur, c'est exactement à cet endroit-là. Donc, ce sont des gens qui connaissent parfaitement l'anatomie des chevaux. Fin août 2020, les pistes du combat mortel avec un animal sauvage ou du détraqué local sont définitivement enterrées. Même si l'hypothèse du duo de tueurs en série n'est pas abandonnée, c'est probablement une bande organisée que traquent désormais les gendarmes, et leur mettre la main dessus s'annonce très compliqué. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi ce mystère qui intrigue policiers et gendarmes depuis plusieurs semaines. Sans raison apparente, des individus blessent, tuent ou mutilent volontairement des chevaux dans plusieurs régions de France. Alors que la France entière découvre l'affaire, les mystérieux agresseurs de chevaux, pourtant si méthodiques, vont commettre une petite erreur. Villefranche-Saint-Phal, dans l'Yonne. C'est ici que vit Nicolas Demajan. Princesse! Princesse! Allez, viens! Charlie! Cet homme de 50 ans dirige le Ranch de l'Espoir, un refuge pour animaux abandonnés et maltraités, une véritable arche de Noé. Cochons, chevaux, poules, chiens et moutons, tous font la fierté de Nicolas. Allez, loulou! Non, non, pas par là, non, bien sûr. Allez, Mickey, allez. Charlie, allez, dépêchez-vous, allez. Oui, mon loulou, oui, allez. Un havre de paix pour le protecteur et pour ces animaux qui vient pourtant d'être secoué par un nouveau drame. Dans la nuit du 24 au 25 août, Nicolas dort seul sur son exploitation. Il est 23 heures et un bruit étrange le tire de son sommeil. C'est les cochons qui m'ont réveillé. Et je me suis mis à la fenêtre de ma chambre qui se trouve là. Nicolas Demajan, responsable du Ranch de l'Espoir. Je me suis mis à gueuler, j'ai vu 2 torches, je me suis mis à gueuler, je suis descendu, je me suis habillé. Je suis sorti des bureaux. C'est alors que 2 silhouettes surgissent de la nuit. Il rentre, il y en a un qui saute au niveau de la porte là, un autre qui se barre. Je les ai dérangés dans leur acte. Et un mec qui avait une serpette et qui était déterminé à me tuer. C'est le visage qui m'attaquait, donc j'ai fait un balayage avec mon bras pendant au moins 5-10 minutes. Et à un certain moment, son copain est ressorti de la stabulation en courant. Il lui a parlé, donc il s'est retourné. Et c'est là, en retournant la tête, que je lui ai massacré la gueule. Et quand il s'est retourné, il a attrapé sa serpette et il me l'a foutu carrément dans le bras. J'ai senti le pic. Et quand il l'a retiré, c'est là où il m'a ouvert le bras à peu près 5 cm. Doucement. Nicolas se précipite dans l'écurie. Non, chérie.
Il comprend tout de suite que 3 animaux ont été victimes de terribles mutilations. Un cheval et 2 poneys lacérés à l'arme blanche. C'était un poney qui était super sociable, on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec. Et depuis que ces enfoirés sont venus, eh ben, ils nous l'ont torturé. Et puis depuis, voilà, il est sur ses gardes, il a peur, il est ingérable. Dans la bagarre, Nicolas a distingué clairement le visage de l'un des 2 hommes. Il est le premier depuis le début de la série noire à prendre les intrus sur le fait. Il peut décrire minutieusement le visage de son agresseur. Il est brun, il a un peu des gros sourcils, il a un visage comme un œuf. Il a un petit sous-menton, il n'est pas grand non plus, il fait à peu près ma taille. Vous savez, un regard, on ne l'oublie pas. Hein. Et là, je ne l'oublierai pas, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'un regard méchant comme ça, ça fait peur. Grâce à son témoignage, les gendarmes dressent un portrait robot et ils espèrent enfin faire avancer les différentes enquêtes. Donc c'est la première fois qu'on a enfin une image sur un des agresseurs. C'est un élément extrêmement précieux. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Les gendarmes s'empressent de diffuser le plus massivement et le plus rapidement possible. Le portrait robot est diffusé dans toutes les gendarmeries de France, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Débute alors une véritable chasse à l'homme. C'est le portrait robot qu'on voit partout. Dans tous les journaux, tout le monde va publier, diffuser sur son site la photo de cet auteur présumé d'attaque sur des animaux. Tous les moyens sont mis en œuvre. Caroline Lebas, lieutenant-colonel de la garde républicaine. Pour tenter d'interpeller le ou les auteurs le plus rapidement possible, effectivement. Très rapidement, l'étau se resserre. La mobilisation de toutes les brigades de gendarmerie va porter ses fruits. Un témoin pense avoir identifié l'agresseur dans le Haut-Rhin, à 300 km du lieu de l'attaque. Il va y avoir un premier recoupement grâce à ce portrait robot. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'il ressemble étrangement à un homme qui non seulement réside en France et qui est connu pour des affaires de stupéfiants, mais qui, de plus, quelques années auparavant, avait été condamné pour cruauté envers les animaux en Allemagne. Donc on a à la fois quelqu'un qui correspond physiquement au portrait qui a été dressé par le seul témoin, et quelqu'un qui a par le passé déjà commis des actes de mutilation sur des animaux. Le 7 septembre, l'homme de 50 ans est interpellé au petit matin à son domicile de Napsheim, près de Colmar. Les gendarmes pensent alors tenir un suspect sérieux. Mais l'homme nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et surtout, il a un alibi. On se rend compte grâce au bornage des téléphones, à l'analyse de la position de son téléphone cette nuit-là, qu'il ne pouvait pas être dans Lyon puisqu'il était dans le Haut-Rhin, chez lui. Sa voiture elle-même n'a pas bougé, des voisins l'ont vu, donc il ne pouvait pas être dans Lyon. L'homme est rapidement mis hors de cause et sa garde à vue levée. On passe d'une sorte d'euphorie où on se dit peut-être que ça y est, on le tient, on a un bonhomme qui correspond physiquement, qui a le profil et le passé judiciaire qui correspondent, et d'un seul coup, il faut recommencer à zéro. Toujours pas de suspect. La pression pour les gendarmes est à son comble. D'autant qu'ils vont faire une découverte qui fait froid dans le dos. Les mystérieux agresseurs de chevaux agiraient depuis très longtemps et pas seulement en France. Un cheval tué à Ocala. La propriétaire est convaincue que c'est un acte d'origine humaine. Leur cheval a été retrouvé mutilé ce matin. La famille est toujours sous le choc et voudrait bien savoir qui aurait pu commettre de tels actes. États-Unis depuis les années 70, mais aussi Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Belgique, Luxembourg au début des années 2000, ces pays ont tous connu des vagues de mutilations particulièrement cruelles sur des chevaux. On a pu penser que c'était quelque chose d'assez inédit et propre à la France. Et quand on regarde finalement ce qui a pu se passer à l'étranger, on se rend compte qu'on a connu des vagues de mutilations d'animaux et de chevaux en particulier. Aux États-Unis, ça existe depuis très longtemps. Ils appellent ça les cattle mutilation d'ailleurs.
Jackie Cordonnier, membre de la Miviludes. Dans les années 90, on a eu à pas loin de 160 à 200 cas en Grande-Bretagne. Ensuite, en Allemagne, là, c'est aussi plusieurs centaines de cas. Plus récemment, en Belgique, avec quelques petits cas au Grand-Duché du Luxembourg. Les enquêteurs sont-ils confrontés à un réseau d'envergure internationale qui a passé la frontière et repris du service en France ? Pour le savoir, les gendarmes s'intéressent de près à ce qui s'est passé ici, au sud-est de la Belgique, dans la propriété de Pamela et de sa fille de 8 ans, Lisa. Tu vas chercher les licoles ? Oui. Prends les licoles en cuir, comme ça ils sont tout beaux. Oui. Pamela est passionnée d'équitation. Tu vas donner à Evan ? Alors elle s'est offert cette jument il y a quelques années. Ça va, Loulou ? Ainsi qu'un poney pour sa fille. Lisa ? Pourquoi est-ce que Susu, c'est ton cheval préféré ? Parce que c'est le plus beau et le plus gentil. Susu, c'est surprise, un miraculé. Le poney garde une trace indélébile de la terrible mutilation subie en 2016. Lundi 25 juillet, environ 13h. Donc Surprise est dans sa prairie, pas très loin de chez moi. Pamela, cavalière. Et à 13h, on me téléphone. Il y a un problème avec Surprise, il manque une oreille. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il manque une oreille à Surprise. Pamela se précipite à la clinique la plus proche. Les minutes sont comptées. La vie de Surprise ne tient plus qu'à un fil. Le chirurgien a interrompu une opération pour venir voir. Et là, il me dit qu'il va le soigner, qu'il va le sauver, il va le soigner, il va faire tout ce qu'il peut pour y arriver, quoi. Après plusieurs heures d'opération, le poney survit miraculeusement. Face à cette blessure atypique, le vétérinaire est intrigué. Il comprend tout de suite qu'il n'a pas affaire à un accident. Le chirurgien nous dit directement c'est une coupure nette, donc certainement fait à la hache ou un objet extrêmement tranchant. Donc c'était probablement qu'un seul coup, tellement c'était net. Pour le vétérinaire, cela ne fait aucun doute, cet acte de cruauté est signé de la main de l'homme. Pour Pamela, c'est l'incompréhension. Il n'a aucune valeur, je vais dire, commerciale ou quoi ou qu'est. Il a quand même mis tout pour le sauver. Voilà. L'agression de Surprise émeut alors toute la Belgique et c'est le point de départ d'une longue série. Malgré l'enquête, aucun suspect n'est identifié et les agressions s'arrêtent net comme elles avaient commencé, sans mobile, sans explication. Et c'était des années assez horribles. Delphine Germain, rédactrice en chef à Cheval Magazine. Il y a eu plusieurs années d'enquête, mais qui n'ont abouti malheureusement à rien. Quels que soient les pays concernés, aucune des affaires n'a été élucidée. C'est-à-dire que les coupables n'ont jamais été trouvés. Tout ce qui se passe en France réveille forcément chez Pamela une angoisse qu'elle pensait enfouie. De me mettre à la place de tous ces propriétaires. Donc je sais ce qu'ils ressentent, je sais en gros ce qu'ils ressentent, étant donné que moi il est toujours vivant, mais du coup, j'imagine bien. J'imagine bien, l'horreur qu'ils peuvent ressentir. De
voir que ça continue et de savoir la souffrance qu'ils infligent aux chevaux et aux propriétaires. Ça, c'est compliqué. Comme Pamela, ce sont des milliers de propriétaires français qui redoutent chaque jour que leur cheval ne soit le prochain sur la liste. Un cheval, c'est un animal qui a un capital sympathie très important, qui est très proche de l'homme. Céline Pécavi, avocate de Fédération française d'équitation. En France, aujourd'hui, vous avez quand même 1 500 000 personnes qui montent à cheval. D'où la détresse qui est d'autant plus présente sur les personnes qui ont peur qu'on vienne mutiler leur animal. L'homme aime le cheval. C'est son compagnon depuis toujours. D'où l'émoi que ça suscite dans les populations. L'angoisse des propriétaires est d'autant plus vive que l'enquête en France ne donne toujours aucun résultat. Et la série noire continue. Ce sont désormais plus de 200 enquêtes qui sont ouvertes dans tout le pays. La moitié des départements français est touchée. Face à des attaques qui se produisent désormais un peu partout en France. Fabrice Alves Texera, journaliste à Oise Hebdo. Vraiment en 4 coins du pays. Ce qui est décidé, donc au plus haut niveau, c'est finalement de coordonner tout ça. Il y a une croissance du phénomène qui a nécessité, compte tenu de la répartition géographique des faits et de la diversité des mutilations, de coordonner l'ensemble des enquêtes et de mettre en commun ce que les enquêteurs locaux avaient constaté. À dossier inédit, dispositif inédit. Une cellule spéciale est créée pour centraliser toutes les enquêtes et pour coordonner l'action des gendarmes sur le terrain. Pour des équidés, c'est la première fois que des moyens de cette ampleur sont mobilisés. Il y a des hélicoptères qui ont pu être utilisés pour faire de la surveillance, des drones aussi. Caroline Lebas, lieutenant-colonel de la garde républicaine. Tous les moyens technologiques qui sont à nos dispositions sont mobilisés dans le cadre de cette enquête pour tenter de résoudre les faits. 3 mois après les 2 premiers meurtres de Pacha et Elsa Trois-Vallées, c'est désormais une affaire d'État. On a une véritable mobilisation de tous les acteurs. Tout le monde travaille main dans la main, tout le monde fait front, et on a des moyens effectivement qui sont mis en œuvre, des moyens solides pour qu'on puisse arriver à interpeller ces individus. Le 7 septembre 2020, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accompagné de Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, se déplacent à Plailly, dans l'Oise. Ils viennent soutenir une éleveuse dont le cheval a été mutilé et annoncer la mobilisation générale. Je voudrais décréter avec le ministre de l'Agriculture la mobilisation générale des Français pour signaler tous les faits, tous les indices qui permettent d'arrêter les personnes qui commettent ces faits extrêmement graves en appelant le 17, en signalant aux brigades de gendarmerie ce qu'ils trouvent le plus anormal. C'est vraiment devenu la grande affaire criminelle du moment. On peut imaginer aussi que le président il regarde ce qui se produit. Mobilisation au sommet de l'État, création d'une cellule spéciale. À la rentrée, c'est l'ensemble des forces de gendarmerie qui est sur le pied de guerre. Ce dimanche de septembre, c'est un jour de course un peu particulier sur l'hippodrome de La Touche en Mayenne. Le département est particulièrement meurtri avec 12 enquêtes en cours. Avec Douceur du Chêne qui finit bien, mais c'est Duel du Gers qui l'emporte. Douceur du Chêne est second, avec Balzac de Luton qui est 3e. Le monde du cheval est en émoi et forcément le phénomène des chevaux mutilés est dans toutes les conversations. C'est l'endroit idéal pour diffuser des messages de prévention et obtenir de nouvelles informations qui pourraient faire avancer l'enquête. Est-ce que je vous demande d'insister sur l'alerte qui est extrêmement importante, afin que les éleveurs puissent nous alerter dès qu'il y a une intrusion ou qu'il y a des mutilations. Tu lances, c'est bon. Action. Garde républicaine, brigade locale et même le commandant de la compagnie qui s'est déplacé en personne. La gendarmerie a sorti les grands moyens. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous êtes propriétaire de chevaux ? Dans les allées, une majorité d'éleveurs et de propriétaires de chevaux. Tous sont appelés à la plus grande vigilance. Alors, je vais vous donner un petit flyer. C'est pour sensibiliser les propriétaires par rapport à la menace actuelle. Malgré cette présence en force, difficile de rassurer, car chacun craint d'être le prochain sur la liste.
scandaleux. Qu'est-ce qu'on peut en penser d'autre? C'est inadmissible, inacceptable. Faut qu'on lutte contre ces fous, quoi. J'ai une quarantaine de juments, trotteuses et pur sang, et je suis très très concerné par le problème. Ouais. Il y a les opérations de prévention comme celle-ci, mais il y a aussi une mission très spéciale qui a été confiée à une unité d'élite de la gendarmerie. C'est ici, au régiment de cavalerie de la garde républicaine, que des experts de la gendarmerie sont chargés de faire le tri parmi les 350 signalements effectués en 3 mois. Tout le monde au pas! Reste dans la main gauche! Garde-vous! Yann Santinelli est l'un des vétérinaires du service de santé des armées qui veille sur les 450 chevaux de cette unité d'exception. T'auras une carotte après, hein? Depuis des semaines, Yann inspecte à la loupe toutes les photos rassemblées par les gendarmes de terrain pour faire le tri entre actes malveillants et blessures accidentelles que l'on retrouve dans plusieurs affaires. Impressionnantes, mais très souvent dues à une maladresse du cheval. C'est comme nous, des fois, on peut se marcher sur un pied. Bon, ben, quand on se marche sur un pied, ils font 600 kilos. Hein. Un cheval comme ça qui tombe et qui va se cogner l'intérieur d'un membre comme ça avec son pied, il peut très bien se lacérer un membre, par exemple. Des accidents classiques pour ces animaux puissants et nerveux. Un cheval effrayé aura toujours la volonté de fuir quoi qu'il en coûte. Yann Santinelli, vétérinaire au service de santé des armées. Même s'il doit se blesser pour cela, même s'il doit passer au travers de branches, de barrières, vu qu'il veut fuir à tout prix, il peut facilement se blesser accidentellement. Résultat, grâce à l'œil avisé de Yann et des autres experts mobilisés sur l'enquête, le tri a été fait. Sur près de 300 signalements, une cinquantaine d'agressions seulement seraient dues à une mutilation humaine. 50 cas troublants, avec des blessures inédites qu'un cheval ne pourrait s'infliger seul. Arracher une oreille, vous arrachez pas une oreille comme ça. Hein. Une oreille, ça se... vous ne vous rendez pas compte la solidité qu'ont ces tissus. Hein. C'est très solide, une oreille. Toutes ces oreilles découpées de façon chirurgicale, parfois sur des animaux encore vivants, l'ont forcément été par la main de l'homme. Si vous utilisez un objet tranchant, vous allez avoir des tranches nettes, tout simplement, pas des déchirures. Des oreilles coupées nettes, mais aussi des appareils génitaux sectionnés. Pour lui aussi, ceux qui ont commis de tels actes possèdent forcément un certain savoir-faire. Aller trancher, je sais pas quoi, un organe génital à un animal vivant, même moi qui suis vétérinaire, je le ferai pas comme ça. Honnêtement, je sais pas comment c'est possible, si on est sans l'endormir. Des gens peuvent utiliser des produits pour endormir les chevaux, ça se trouve pas dans le supermarché du coin. Des produits anesthésiques, des ablations précises. Voilà pourquoi la piste des agresseurs expérimentés semble se préciser pour les gendarmes. Reste à savoir pourquoi ces agresseurs expérimentés torturent des chevaux. Pour l'instant, les gendarmes n'ont aucun mobile. Alors toutes les hypothèses sont étudiées, y compris les plus folles. Des agressions qui se sont accélérées très nettement cet été, avec encore un cas ce week-end. Pour l'instant, aucune piste n'est arrêtée, mais certains pensent à un rite satanique. Toutes les pistes sont prises au sérieux. Il y a les thèses satanistes ou intervention d'une secte. Caroline Lebas, lieutenant-colonel de la garde républicaine. La piste d'un challenge lancé sur le Darknet. Voilà, il y a plein d'hypothèses. Elles sont toutes prises au sérieux, elles sont toutes explorées. Les motivations des personnes qui interviennent aujourd'hui, on ne les connaît pas. Céline Pécavi, avocate de Fédération française d'équitation. C'est vrai que ça donne lieu à beaucoup de suppositions. Des yeux arrachés, des organes génitaux découpés, des animaux parfois vidés de leur sang. Dans quel but ? Si on fait l'ablation de tous ces organes, c'est la question du pourquoi. Pourquoi faire ? Jackie Cordonnier, membre de la Mivilude. Ça doit bien servir à quelque chose. Vous imaginez les gens dans leur voiture entrant chez eux en pleine nuit avec une glacière, avec une oreille et du sang de cheval. Pourquoi faire ?
Jackie Cordonnier est au cœur de l'enquête. Les gendarmes ont fait appel à cet historien des religions et spécialiste des dérives sectaires pour éplucher tous les dossiers. Ce qui l'intrigue notamment, ce sont les dizaines de cas où la bête a été méthodiquement vidée de son sang. Bizarrement, on ne voit pas quasiment de sang sur le cheval. De la même manière, on ne trouve quasiment pas de sang sur l'herbe du pré. Ce sang est passé où? Il ne s'est pas évaporé. Et là, rien. Donc, ce qui veut bien expliquer que ce sang-là a bien dû être récupéré. Et donc, à partir de là, revient ma question, pourquoi faire? L'expert pense à certains groupes de sorcellerie qui utilisent le sang pour des rituels. Il faut savoir que le sang, par exemple, en sorcellerie, en magie noire, est omniprésent. Il va être bu dans des rituels de protection. C'est une sorte de field régénérateur, purificateur, protecteur. Pour les oreilles, les yeux et les parties génitales, l'expert a une explication qui glace le sang. Les oreilles, les yeux vont pouvoir servir dans des préparations, n'est-ce pas, qu'on peut trouver dans de vieux grimoires, qui peuvent sembler surprenants aujourd'hui au XXIe siècle. Mais aujourd'hui, un sorcier, vous pourriez le croiser dans la rue, en costume cravate, hein, mais les rituels, eux, n'ont pas changé depuis des siècles et des siècles. Les conclusions de Jackie Cordonnier pourraient paraître farfelues, mais elles sont pourtant prises très au sérieux par les enquêteurs. Il faut dire que le travail des gendarmes, c'est encore compliqué, car désormais, ce ne sont plus uniquement des chevaux, mais aussi des ânes, des vaches et d'autres animaux plus inattendus qui sont agressés. Direction le sud-ouest de la France, au milieu des vergers du Lot-et-Garonne, près d'Agen. Vous laissez un peu monter. Parce qu'il a plus de tête? Non, il n'en a plus, il se va faire. Ah ouais. Elle est là. Elle va partir sur le côté. C'est dans cette paisible propriété que Valentine, 20 ans, et son père Pascal, 59 ans, ont installé il y a une vingtaine d'années leur pépinière de bonsaï. Il y a les animaux à nourrir. Eh bien, on va aller aux animaux. Ouais. Hop, on va aux animaux puisque les végétaux sont bien. Amateurs de plantes exotiques, ils sont aussi passionnés d'animaux, tout aussi rares et atypiques. Sur leur propriété, vivent en liberté 5 chevaux nains américains. Oh là, il y a des étrangers. Et pas seulement. Ce matin, Valentine apporte un peu de réconfort à son compagnon fétiche, un drôle d'animal venu tout droit des plaines du Pérou, une femelle alpaga, lointain cousin du lama. Ouais, non, là, elle est pas très... Mais malgré toute l'affection de Valentine et de son père, Kila est très nerveuse et se sent surtout bien seule depuis quelques jours, car sa copine, Noche, est morte dans de bien étranges circonstances. Un matin, j'ai retrouvé mon autre alpaga, donc une noire, qu'on avait. Valentine, pépiniériste. Morte donc dans le pré, c'est le choc. Abasourdis par le drame, le père et la fille pensent naturellement à un accident ou à une attaque d'animal sauvage. On pensait que c'était un animal, que c'était un chien. Je me suis tout imaginé. Mais plusieurs détails attirent leur attention. On lui a coupé une oreille droite. Aucun animal ne peut découper aussi clairement la joue comme ça a été fait. Pascal, pépiniériste. Avec le museau emporté, l'oreille et les parties génitales aussi découpées. Oreille droite tranchée, organes génitaux découpés, ils font immédiatement le lien avec la terrible série de mutilations qui secoue la France. On a entendu parler des chevaux qui ont mutilé, mais on ne pouvait pas imaginer que ça nous arrive et que ce soit sur un alpaga. L'alpaga de Pascal et Valentine a sans doute été victime d'un imitateur. Dans le jargon policier, on appelle cela un copycat. Dans ce genre d'affaires, quand elles sont médiatisées, qu'on commence à voir les détails, etc. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. On parle toujours évidemment du phénomène de copycat, comme on dit. C'est-à-dire que dès qu'un tueur fait parler de lui, il y a des émules quelque part qui se disent « bah ouais, je vais faire pareil ». Ils font avec ce qu'ils ont sous la main, si on pouvait dire ça de façon un peu triviale. Fabrice Alves Texera,
journaliste à Oise Hebdo. Je suis dans une pâture où je trouve un lama, on attaque le lama, on attaque la vache, on sort complètement des schémas. C'est des gens qui ont envie de faire parler d'eux. C'est un peu de l'hystérie collective. C'est-à-dire qu'on se retrouve là maintenant avec des animaux de toutes sortes. Pour eux, le choc est d'autant plus fort que, là encore, aucun mobile, aucun indice, aucun témoin. Elle a tout vu parce qu'elle était dans le pré avec sa compagne, donc je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu avais bien pu voir que je ne peux pas savoir ?» Mais elle ne peut pas me répondre. Il n'y a qu'elle qui le sait. Il y a qu'elle. Il y a qu'elle qui a vu. Des questions sans réponse qui les hantent. Depuis le drame, chaque soir, ils enferment à double tour Kila et leur poney dans un box, par précaution. D'autres propriétaires ont adopté des mesures beaucoup plus radicales. Bisous, pépé. En ce début d'automne, les gendarmes ne sont plus les seuls à traquer les coupables. À travers toute la France, des éleveurs s'organisent et n'hésitent pas à s'armer pour protéger leurs animaux. Retour dans les prairies de l'Yonne, à Villefranche-Saint-Phal, au ranch de l'Espoir de Nicolas Demajan. Blessé au bras par l'un des hommes venus agresser ses poneys, il est encore traumatisé et n'arrive plus à fermer l'œil. Donc, sécurisation totale. On ne joue pas les héros. Vous trouvez quelqu'un, vous l'interpellez. Vous appelez la gendarmerie, vous m'appelez tout de suite. Nicolas Demajan, responsable du ranch de l'Espoir. Je descends et puis on attend l'arrivée des forces de l'ordre. 23 heures. Ce vendredi, comme tous les soirs, il a convoqué une partie des bénévoles du refuge. Tenue de camouflage, lampe torche. Par contre, tu essayes de régler les talkies. Talkie-walkie. C'est parti pour une nuit entière de ronde. Allez, on y go. Leur objectif, faire le tour des prés et s'assurer que tous les chevaux dorment sur leurs deux oreilles. Bon, vous vérifiez bien qu'il y a le nombre de chevaux dans les prés, qu'ils soient bien sur leurs quatre pattes. Avec l'espoir, pourquoi pas, de prendre un intrus sur le fait. Maintenant, le premier qui rentre, je pense qu'il va avoir un bon accueil. Je vois pas Cassandra. Ah si, il est là-bas, Cassandra. Ouais, tout le monde est là-haut et il m'en manque 2. Sa hantise, revivre le cauchemar de cette nuit où 2 hommes armés se sont introduits dans sa propriété pour mutiler ses animaux. Depuis l'agression, on a peur. On vit pas, on survit. Chez Nicolas, comme dans toutes les campagnes de France, l'ambiance est électrique et parfois la soif de vengeance tenace. 6 contacts il doit y avoir. Mon seul moyen de défense, c'est ça. Mais c'est pas un moyen d'attaque. Mais c'est simplement que si on m'attaque, je vais pouvoir me défendre correctement. Les gendarmes redoutent des règlements de compte et des accidents. Alors ils multiplient les appels au calme. Avec la tension et la paranoïa qui s'installe, et ça on peut le comprendre aussi, je pense que tout le monde a conscience qu'effectivement ça pourrait tourner mal d'une façon ou d'une autre. Parce que les gens sont effectivement armés. C'est mon arme en cas où il y a quelqu'un. C'est mieux Faut mieux avoir un bâton qu'un couteau. Comme ça on fait moins de dégâts déjà. Cette nuit-là, rien n'a déclaré aux alentours. Les chevaux semblent calmes, la campagne paisible. Bon courage à vous et bonne nuit. Et merci. Nicolas est provisoirement rassuré. Il faut qu'on arrive à les gauler et puis de toute façon un jour ou l'autre il y en a un qui sera gaulé, il fera une erreur, c'est clair. Et puis il faut qu'il la fasse rapidement l'erreur, mais sans tuer quelqu'un. Et sans tuer non plus un animal, c'est surtout ça. Les auteurs des agressions risquent 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais aujourd'hui, malgré la mobilisation de tous les éleveurs, de tous les propriétaires et une enquête sans précédent menée par les services de gendarmerie, le mystère des chevaux à l'oreille coupée reste entier. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.